Bienvenue dans le débat. Trump va-t-il intervenir militairement à Cuba alors que des négociations ont lieu entre Washington et la Havane? Les États-Unis resserrent l'étau sur le régime castriste. Raúl Castro vient d'être inculpé par le département de la justice américain et le nombre de drones de surveillance américains autour de l'île ne cesse d'augmenter. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a proposé une nouvelle voie aux Cubains dans une vidéo adressée à la population en espagnol dans laquelle il accuse les dirigeants communistes de vol, de corruption et de répression. Cuba est soumise à un blocus énergétique américain depuis l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par Washington. Le gouvernement cubain a déclaré qu'il n'avait plus de réserve de pétrole et les coupures d'électricité à la Havane dépassent les 20 heures par jour. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu à Cuba la semaine dernière et le président cubain, de son côté, a réagi sur X. Si une intervention militaire américaine se concrétisait, elle ferait un bain de sang aux conséquences incalculables. Après le Venezuela et l'Iran, Cuba est-il donc le prochain pays sur la liste de Trump? Une intervention militaire américaine est-elle probable? Quel est l'impact du blocus? Quel scénario possible? Trump peut-il faire plier Cuba? On va poser ces questions à mes invités. Samuel Ravierregna est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération. Vous étiez en reportage à Cuba du 25 avril au 2 mai dernier. Et ça, c'était la une de Libération du 11 mai. Cuba, île en péril. C'était justement fondé sur votre série de reportages. Bienvenue à vous. Axel Gilden est avec nous. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express. Le dossier Cuba qui paraît demain dans l'Express. Alors c'est une sur Ursula von der Leyen, mais à l'intérieur, tout un dossier donc signé par vous sur Cuba. Ce soir, nous avons également Charlotte Balavoine. Bonsoir. Vous êtes responsable de la campagne Cuba pour le Parti communiste français. Bienvenue à vous. Merci. Et puis en face de vous, William Navarrete. Bonsoir. Écrivain franco-cubain, auteur de Cuba Spleen, édition Emmanuel Colas. Vous avez quitté Cuba à l'âge de 23 ans et vous êtes exilé en France depuis. Bienvenue à vous également. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images avec Ludovic de Foucauld sur ces tensions qui ne cessent de monter entre la Havane et Washington. C'est un message en espagnol dans lequel Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, né à Miami de parents cubains, s'adresse à la population de l'île. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Est-ce un appel à l'insurrection, un moyen de préparer le terrain à une intervention semblable à celle qui a eu lieu au Venezuela au début de l'année? Washington renouvelle en tout cas l'offre d'une aide américaine de 100 millions de dollars qui serait distribuée via des organisations caritatives chrétiennes. À la Havane, les habitants sont divisés. Avant tout, je suis contre toute ingérence ici à Cuba, que ce soit des États-Unis ou de qui que ce soit d'autre. Je crois qu'il est dans notre intérêt de se rapprocher des États-Unis, car après tout, c'est une puissance mondiale qui contrôle une grande partie du marché international. La vidéo de Marco Rubio survient dans un contexte de forte tension entre les États-Unis et Cuba et de crise économique et énergétique dans l'île caribéenne, depuis que Donald Trump a signé le 28 janvier un décret qui menace d'imposer des droits de douane aux pays vendant du pétrole à la Havane. Autre actualité brûlante, l'inculpation de Raúl Castro dans une affaire vieille de 30 ans quand 2 avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus. Raúl Castro, frère et successeur de Fidel, avait opéré un rapprochement historique en 2015 avec Washington sous la présidence Obama, un rapprochement que Donald Trump a ensuite remis en cause. Axel Gilden, l'étau se referme, on le voit tout de même sur le régime castriste. Ce message de Marco Rubio au Cuba en espagnol, le jour de l'inculpation de Raúl Castro, quelle est la stratégie américaine? Est-ce qu'il va y avoir une intervention militaire? La stratégie, c'est clairement la stratégie de la pression maximale. Donc il y a effectivement un étau militaire et économique autour de Cuba. Je pense que ce qui est nouveau avec le gouvernement actuel par rapport à tous les gouvernements américains qui l'ont précédé, c'est que Donald Trump est entouré de Cubains. Et Marco Rubio lui-même est un cubano-américain. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'île, qui ont des gens dans l'île qui sont des amis ou des gens de la famille qui ont été emprisonnés. Je rappelle qu'il y a 1260 prisonniers politiques à l'heure actuelle à Cuba, qu'il y en a eu des dizaines de milliers depuis le début de la Révolution en 1959. Donc je crois que la stratégie, c'est effectivement la pression maximale. Ce qui va se passer
Ça veut dire intervention militaire ou pas? Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, les Cubains, le gouvernement cubain est jusqu'au boutiste, lui aussi. C'est-à-dire, il ne va pas céder. Et d'ailleurs, s'il y a un bain de sang, en quelque sorte, ça l'arrangera parce que ça permettra de rejeter la faute sur le gouvernement des États-Unis. Donc, c'est un peu ce jeu-là. En fait, le levier dont disposent les Cubains, le gouvernement cubain, c'est soit effectivement une crise humanitaire dont la responsabilité serait attribuée aux Américains, ou un exode, ou encore, effectivement, en cas d'intervention militaire, effectivement, des morts. Mais il faut comprendre aussi que le régime cubain se soucie peu de savoir si, effectivement, il y aura des morts. D'ailleurs, il a déjà annoncé qu'il tuerait des prisonniers politiques. Ils sont allés en prison. Leur dire directement, j'espère pour toi que l'intervention cubaine n'aura pas lieu parce que tu mourras, en gros. Charlotte Balavoine, votre analyse, vous pensez qu'il va y avoir une intervention américaine après ce qu'on voit, justement? Écoutez, les choses, elles sont très claires. Déjà, depuis le 4 février maintenant, l'ONU interpelle la communauté internationale sur l'effondrement humanitaire qu'il y a à Cuba lié à l'asphyxie provoquée par les États-Unis et le blocus énergétique qui est imposé à Cuba. Moi, ce que je constate, c'est que tous les prétextes sont bons pour avancer pas à pas vers une intervention armée et militaire. La volonté de semer la confusion, le chaos, qui n'a pas encore été totalement le cas aujourd'hui à Cuba, malgré la pression maximale qui est posée à l'île, effectivement. Et donc, oui, une intervention militaire est tout à fait probable. Et un bain de sang est tout à fait probable aussi. Moi, je ne crois pas que les États-Unis s'arrêteront à des opérations chirurgicales comme ils ont pu le faire au Venezuela. Alors, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement cubain de vouloir rester indépendant et défendre l'indépendance de son île? Je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'on puisse lui reprocher, étant donné la pression qui est faite. Cuba n'a jamais été une menace contre les États-Unis. En revanche, le fait est que les États-Unis sont aujourd'hui plus que jamais une menace contre Cuba. Samuel Ravier-Reigna, il n'est pas une menace pour les États-Unis, ce pays, Cuba. Trump dit évidemment l'inverse. Il a même signé un décret qui a affirmé que Cuba représentait une menace extraordinaire pour les États-Unis. Ça, c'était au mois de janvier. Vous pensez aussi, vous qui en revenez, vous y étiez il n'y a pas longtemps, également vous, Charlotte Balavoine, qu'il va y avoir une intervention américaine, militaire? Ce qui est sûr, c'est que Trump est en train de préparer le terrain pour ça. Par exemple, lorsqu'il inculpe Raúl Castro, ça offre un prétexte politique, comme ils ont fait auparavant au Venezuela, pour pouvoir dire ensuite on va pouvoir intervenir militairement. Ça offre une raison pour intervenir. Les États-Unis disent que c'est une menace militaire. Récemment, Axios a dit que les Cubains avaient acheté 300 drones à l'Iran et à la Russie, mais on sait que dire ça permet aussi aux États-Unis, au fond, de dire qu'il y a une menace militaire de Cuba qui a une armée très faible, très fragilisée, très ancienne. Donc je crois que la menace militaire, elle n'est pas très crédible de la part de Cuba. Moi, ce que je peux dire de ce que j'ai vu quand j'y étais, c'est qu'il y a une forme de lassitude de la part des Cubains, de fatigue aussi, parce que la situation a aggravé encore la pauvreté qui existait déjà auparavant, et qu'on se retrouve avec une inflation très forte et avec une crise économique et énergétique redoublée depuis le début de l'année 2026. Ils sont divisés sur une éventuelle opération militaire? Oui. Il y a des gens qui la voient d'un bon œil. En gros, je pense que le terme qui revient beaucoup, c'est le changement. Et des gens qui voient d'un bon œil le fait qu'il y ait une intervention états-unienne, et d'autres qui savent aussi la violence de l'embargo états-unien et qui disent plutôt qu'il faut que ça change de l'intérieur. William Navarrete, vous qui avez quitté Cuba à l'âge de 23 ans, quelle est votre analyse? Ça laisse présager? Je quitté Cuba qui priait quand j'étais adolescent l'invasion américaine. Laissez-moi vous dire. Je m'en souviens, j'étais étudiant à La Havane parmi mes camarades, puisqu'on nous matraquait matin et soir sur cette fameuse invasion qui n'est jamais arrivée et qui est pronostiquée depuis 60 quelques années maintenant. Mais déjà à mon époque, c'était le cas. Donc elle va arriver, cette invasion? Peut-être qu'elle va arriver, mais je pense que c'est simplement d'abord, je voulais reprendre un peu une affaire, un propos de notre collègue, c'est que Cuba est le pays le plus militarisé de l'Amérique latine. Et là, parce que finalement, toute la population a été impliquée d'une façon ou d'une autre dans l'armée, dans les milices de troupes territoriales. Enfin, il y a des tas des organisations à l'intérieur de Cuba qui font que c'est l'un des pays les plus... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils seraient mobilisés contre une éventuelle intervention militaire ou pas? Probablement. Mais donc, je m'incline plutôt à une espèce d'intervention prophylactique, comme ils ont fait au Venezuela. Ils vont peut-être essayer de voir avec Raoul. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a eu des accords, il y a eu
eu des conversations entre les responsables de la CIA, les directeurs récemment à La Havane, et puis également Marco Rubio, qui s'est réuni avec le petit-fils de Raúl Castro il n'y a pas longtemps dans une espèce de sommet qui a eu lieu dans l'île de Santa Lucie, dans les Caraïbes. Enfin, il y a des conversations que nous, on ne sait pas. Avec le petit-fils de Raúl Castro. Oui, donc, lui, Axel Gilden, vous êtes d'accord qu'il serait un peu l'homme avec qui négocierait les États-Unis? C'est vrai qu'a priori, John Ratcliffe, on a vu l'image du directeur de la CIA qui était à Cuba jeudi dernier, mais on l'a vu avec le chef des renseignements du ministère de l'Intérieur cubain. Vous voyez l'image. Il ne me semble pas que sur l'image, on voit le petit-fils de Raúl Castro. Il n'y est pas. Donc, mais effectivement, les informations disent qu'il l'a vu. Est-ce qu'il y aurait des négociations possibles avec le petit-fils de Raúl Castro? Oui, alors c'est en fait les un négociations. Peu scénario à la vénézuélienne. Alors, les négociations n'ont pas lieu avec lui. Lui, il est simplement la porte d'entrée vers le grand-père. Voilà, c'est un peu le facilitateur de la discussion, éventuellement. Mais le vrai homme fort dont on a découvert l'existence, en tout cas l'identité, il y a quelques jours, c'est le général qui dirige la direction générale de l'intelligence, le renseignement, et ce n'est pas un hasard. Donc le fameux Ramon Romero Curbelo. Voilà, Curbelo, exactement. C'est pas un hasard s'il discute avec, disons, le chef suprême de la police et de la police secrète et de l'espionnage, parce qu'en réalité, les Américains le savent bien, il s'agit d'un régime policier. Cuba. Et je pense que mon voisin à gauche pourra le confirmer. Mais... Je rappelle encore une fois qu'il y a actuellement 1260 prisonniers politiques, dont 35 mineurs, dont 2 jeunes femmes. Mais vous envisagez un scénario à la vénézuélienne ou pas? Alors oui, je ne l'exclus plus, parce que si vous voulez... Toutes les pressions exercées par les Américains résistent à la direction justement du renseignement et à la direction collégiale autour de Raúl Castro, parce que précisément ces gens-là sont des experts en politique, connaissent très bien les Américains et savent, et c'est je pense la carte qui joue, que politiquement et en termes d'affichage et de communication, une intervention ne serait pas forcément très favorable à l'image des États-Unis, mais il y a un petit détail, enfin une différence avec le Venezuela, c'est que Raúl Castro n'est pas Maduro. Maduro, il n'y a pas de discussion, c'est un criminel. Raúl Castro l'est aussi, mais Raúl Castro est une figure historique. 94 ans, c'est le frère. Il est âgé, mais voilà, qui est en quelque sorte une sorte de protection, parce qu'il y a tout le prestige lié encore, auprès de certains, de la révolution cubaine, le nom attaché à son frère, etc. Donc je pense que c'est un petit peu plus délicat de mener une opération contre Raúl Castro de kidnapping, même s'il semble que c'est bien ce qui est en train de se profiler. Un kidnapping de Raúl Castro. Mais le petit-fils est le préféré de Raúl Castro. Et si on n'a pas la mémoire courte, il est venu en France quand Raúl Castro est venu en France, et c'était lui le garde-corps. À tel point que même les gardes de l'Élysée, ils n'arrivaient pas à l'empêcher de s'interposer entre son père et le président de la République française. Donc, et ça, cherchez-le dans les archives, on peut le regarder encore à la télé. Il prendrait le pouvoir, le petit-fils de Raúl Castro, si son grand-père... Il l'a presque. Si son grand-père est d'abord déjà inculpé, puisque ça c'est le cas aujourd'hui, et éventuellement enlevé par les Américains, il ferait ça un peu comme Delcy Rodriguez a pris le pouvoir une fois que Maduro a été enlevé. Votre analyse, Charlotte Balavoine? Non, enfin, à un moment donné, il faut qu'on soit un petit peu sérieux. Il y a un gouvernement à Cuba, il y a des instances qui sont élues, que ça nous plaise ou non. On peut être opposé au système politique cubain, bien évidemment. On peut considérer que ce système est en échec. Le fait est qu'il résiste encore et que malgré un blocus qui est mis en place depuis 1962 maintenant et un renforcement depuis le début de l'année, eh bien, il résiste encore. Donc moi, je crois que la question ne doit pas être est-ce qu'on est pour ou pas le système politique cubain aujourd'hui. Je crois que la question, c'est plutôt est-ce qu'on est pour le respect du droit international ou pas, et est-ce que les États-Unis ont la légitimité, d'une part, de donner des leçons de démocratie au monde entier. Bon, j'en doute, surtout vu ce qu'ils ont fait en Amérique latine ces dernières décennies, et ce qu'ils viennent de faire encore récemment au Venezuela. Cuba non plus. Mais Cuba ne donne pas de leçons aux pays. Et Cuba a intervenu militairement dans toute l'Amérique latine, en Afrique. Et Cuba n'a jamais menacé la sécurité des États-Unis. Donc la réalité, c'est que est-ce qu'on doit, oui ou non, laisser les États-Unis faire la loi, au risque, je le rappelle quand même, d'une déstabilisation de l'ensemble de la région Caraïbe. C'était encore ce qui était pointé il y a quelques jours par l'ancien directeur de la CIA, qui n'est pas, je crois, un communiste. On va écouter... Cuba a déstabilisé la France, évidemment. À l'époque des années 60-70, le militaire cubain, il était en Afrique, mais en grande... C'est plus le cas aujourd'hui. Non, mais pendant 30 ans. On va écouter Donald Trump. Je suis très favorable à l'idée de les aider. Je veux dire, je crois avoir obtenu 97% de leur voix. Je veux les aider. Vous pouvez faire cela sans changer le régime ?
Je ne sais pas s'il faut changer le régime. Ce que je peux faire, je le ferai, qu'il y ait un changement de régime ou non. Vous savez, c'est un régime très dur. Beaucoup de personnes ont été tuées. Mais c'est surtout un pays qui a besoin d'aide. Il n'a plus rien. Les habitants n'ont même plus d'électricité. Ils ne peuvent plus manger. Nous ne voulons pas voir cela. Samuel Javier-Regnat, donc il y a deux sujets. Déjà, changement de régime, oui ou non. On se retrouve avec la même problématique qu'au Venezuela. Est-ce qu'il souhaite véritablement qu'il y ait un changement de régime à Cuba ou pas, à Trump? Et puis après, bien sûr, on va aider les Cubains qui souffrent aujourd'hui. Votre analyse sur les deux? Sur le premier, sur le changement de régime. Oui, sur le premier, c'est sûr que les États-Unis menacent depuis plusieurs mois d'une intervention militaire et assument pleinement le fait qu'ils veulent un changement de régime, ce que Marco Rubio faisait encore aujourd'hui. Donc il y a un discours assumé sur le fait que les États-Unis veulent renverser le régime castriste. Et sur la seconde question La seconde question sur l'état de la population, puisque vous en revenez. Oui. L'impact, parce qu'il y a longtemps que Cuba connaît une crise économique, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des coupures d'électricité à La Havane de 20 heures par jour? On est dans une situation catastrophique. Oui, et qui ont des conséquences quotidiennes pour tout le monde, parce que ça veut dire pas de combustible pour chauffer la nourriture, ça veut dire pas de combustible pour avoir un ventilateur. Il fait très chaud à Cuba en ce moment, et donc les moustiques qui s'accumulent et qui propagent des maladies comme le chikungunya. Le chikungunya, oui. Ça veut dire aussi, par exemple, qu'on avance aussi vers un tourisme qui a été le secteur majeur de l'économie cubaine et qui s'effondre parce qu'il n'y a plus de voitures pour faire bouger les touristes et parce qu'il y a de moins en moins de compagnies aériennes qui viennent parce qu'elles n'ont pas de kérosène pour repartir. Donc ça a des conséquences en chaîne, en cascade, qui sont désastreuses et qui sont très concrètes pour le quotidien des Cubains. Vous êtes d'accord, hein, vous qui... Parce que les conglomérats... Je vais vous donner la parole juste après, parce qu'elle revient, vous revenez, vous avez constaté la même difficulté de vivre au quotidien. J'étais en mars, moi, à Cuba, avec le convoi humanitaire global, et le fait est que pendant les 5 jours où j'y étais, il y a eu 2 coupures généralisées d'électricité sur l'ensemble de l'île. Il faut savoir, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, mais il faut savoir aussi que, par exemple, les pompes à eau à Cuba sont alimentées par l'électricité, donc par le pétrole, et donc ça pose aussi des problèmes aujourd'hui d'alimentation en eau sur des villes comme La Havane ou plus largement dans le pays. Donc on est non seulement face à une crise humanitaire, mais on est aussi confronté à une possible crise sanitaire à Cuba. Je rappelle que selon l'ONU, c'est 96 000 opérations d'urgence qui ont dû être reportées, dont 11 000 opérations sur des enfants et environ 400 000 enfants qui sont en rupture scolaire aujourd'hui, faute de pouvoir alimenter les écoles et les pensionnats du pays. William Navarrete, vos contacts sur place vous disent la même chose? Je pense qu'on oublie souvent que le tourisme à Cuba, l'économie cubaine, est dans les mains d'un conglomérat militaire qui s'appelle Gaesa. Gaesa a été fondé au début des années 90 par Fidel Castro lui-même lorsque l'assistanat soviétique des pays de l'Est a fini avec la chute du mur de Berlin. Ce qui se passe qu'à Gaesa, c'est l'entreprise la plus trouble du castrisme parce que finalement, ce sont eux qui ont la main mise sur toutes les richesses de Cuba, sur tout le tourisme de Cuba, sur les pompes d'essence de Cuba, sur les hôtels, sur pratiquement tout, même sur l'entrée des devises qui viennent des États-Unis, sachant que ce sont les exilés qui ont tenu quand même pendant des années l'économie cubaine. En fin de compte, Gaesa ne rend compte à personne et n'investit pas un seul centime dans le bien-être du peuple cubain. Donc toute cette hypocrisie-là, on la connaît que de trop. Mais le blocus dont on parle, le blocus américain, a empiré la situation quand on ne peut pas... allez-y. 20 heures par jour de coupure il faut quand même préciser, ça c'est très important la question que vous posez là, c'est que l'effondrement économique de Cuba ne date pas de la semaine dernière, ni même de l'année dernière. En fait, ce qui s'est passé à Cuba depuis le début de la révolution, c'est que le régime a détruit l'appareil productif, qu'il s'agisse de l'agriculteur ou de l'industrie. Effectivement, depuis 30 ans maintenant, ils ont développé cette économie, ce tourisme, et cet effondrement économique a provoqué des coupures de courant qui sont anciennes. Je veux dire, c'est pas quelque chose de récent. Ouais. Et donc les images qu'on a vues, pardonnez-moi, les images qu'on a vues de La Havane dans le noir, ça semble tout de même être un peu nouveau. Je l'ai déjà vécu, moi. Vous l'avez déjà vécu? Ah oui. Non, alors peut-être que maintenant, les coupures de courant de 22 heures par jour, c'est effectivement c'est inédit. Mais je veux dire ils utilisaient, pour donner un peu de contexte à nos téléspectateurs, ils utilisaient le pétrole vénézuélien, et à partir du moment où il y a eu l'enlèvement de Nicolas Maduro, il n'y a plus de pétrole vénézuélien qui est transféré car l'économie cubaine a été une économie subventionnée depuis le début, d'abord par les soviétiques,
puis par le Venezuela. L'allié vénézuélien, les Vénézuéliens n'étant plus là, c'est en quelque sorte un petit peu l'heure de vérité. Si vous ajoutez à ça l'embargo qui n'aide pas, effectivement, la situation est catastrophique. D'un point de vue Mais humanitaire. pardon, mais du pétrole en échange de quelque chose, parce qu'on a bien vu que quand on a pris Maduro à Caracas, les 32 Cubains qui ont été tués, ils étaient bien pour quelque chose. Ces 32 Cubains qui ont été tués dans la garde prétorienne de Maduro. C'est-à-dire C'était le service de sécurité rapproché de Maduro. Ils sont... Charlotte Balavoine, sur justement cet impact du blocus. Mais évidemment, l'impact, il est énorme. Moi, je vais vous dire, j'ai très peu de certitude absolue, parce que les Cubains n'ont jamais vécu depuis 1962 sans embargo ou sans blocus ou sans pression états-unienne qui ont été renforcées sous le premier mandat de Trump. Je crois que vous aviez raison de dire que la crise économique ne date pas de janvier. En fait, en réalité, elle date de la crise du Covid qui n'a pas permis ensuite de renouveler le tourisme et de renouer avec le tourisme, et a été accentuée par 243 mesures supplémentaires lors du premier mandat de Trump. Elle est encore renforcée. Donc, évidemment, ce blocus a un impact gigantesque. Est-ce que l'économie cubaine est efficiente ou est déficiente ? Eh bien, moi, j'ai envie de dire une chose. Chiche, donnons aux Cubains la possibilité de développer leur économie sans pression commerciale et sans pression et sans ingérence militaire. Et on verra s'ils y arrivent ou non. Et après, on pourra juger sur pièce. Mais en tout état de cause, que cette économie soit déficitaire ou qu'elle fonctionne, ça n'est pas une raison pour agresser un pays souverain. Ça n'est pas une raison pour considérer, comme le disait Donald Trump dans votre reportage à l'instant, 97% des Cubains ont voté pour moi. Les Cubains n'ont pas voté pour Donald Trump. Ils parlent des citoyens états-uniens de Floride. Mais en réalité, Cuba est un pays indépendant. Et est-ce qu'il faut défendre l'indépendance des peuples et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Moi, je crois que oui, parce qu'encore une fois, c'est une question non pas uniquement de Cuba, mais de quel monde nous voulons, dans quel monde nous voulons vivre. Et est-ce que nous voulons un monde qui est régi par la loi du plus fort ou par le droit international. Axel Gilden. Il manque une question, mais ça ne m'étonne pas venant de la représentante du Parti communiste, c'est que vous parlez jamais des droits de l'homme et des gens qui sont emprisonnés pour des raisons politiques. C'est normal, puisque c'était le cas en Union soviétique, c'était le cas en Roumanie, c'était le cas en Allemagne de l'Est. Donc pour vous, il n'y a effectivement rien de nouveau. Mais pour ce qui est de l'embargo et pour ce qui est du commerce, il est faux de dire que ou de penser que Cuba est une île isolée de toute activité économique et de partenariat économique. La meilleure preuve en est que l'hôtellerie est construite sur des joint ventures, des associations avec l'industrie hôtelière espagnole, et que 50% de la viande qui arrive à Cuba aujourd'hui vient des États-Unis. Ce ne sont que deux exemples, mais on n'assiste pas à un embargo, à un étranglement complètement fou. Encore une fois, la véritable raison de fond de l'effondrement de l'économie cubaine, c'est le système de l'économie dirigée qui a fait l'épreuve de son inefficacité et de sa dureté partout. Et si le groupe Accor est parti de Cuba et a cédé sa place pratiquement à un groupe hôtelier canadien, ce n'est pas à cause de l'embargo, c'était plutôt à cause des impayés de la part du gouvernement cubain qui n'est pas du tout fiable. Samuel Ravier-Ragna. Ce que je voudrais dire, si on essaye d'évaluer l'impact de l'embargo qui est décrété depuis le mois de janvier, du blocus, c'est qu'il y a quand même des éléments tangibles qui permettent que les gens voient aussi sur le terrain dans le pays, qui montrent que ça s'est dégradé. Et je prends deux exemples en termes d'approvisionnement en carburant, c'est-à-dire que Washington a interdit à tous les pays ou menace de sanctions des pays qui livreraient du pétrole à Cuba. Et donc on a eu de janvier à mars des coupures de courant très fréquentes et des quartiers de la Havane entiers qui étaient plongés dans la pénombre. Lorsque un navire russe est arrivé en mars pour livrer du pétrole, il y a eu une amélioration qui s'épuise là parce que les ressources qui avaient été livrées s'épuisent. Première chose. Et deuxièmement, faute de carburant, les plus grandes compagnies aériennes qui desservaient Cuba, comme Air Canada, qui était le principal, ou Air France, ont arrêté. Et donc, ça prive Cuba d'une rente touristique très importante. Mais j'en ne viens pas l'idée de vous demander pourquoi le parc électrique de Cuba est dans un si mauvais état, malgré les 30 ans d'assistanat des pays de l'Est, malgré les années où le pétrole du Venezuela est tombé du ciel, pratiquement, malgré l'aide qu'ils ont eue du monde entier. Comment se fait-il que ces pays ne se relèvent pas? Comment se fait-il que, sans besoin d'un bombardement, La Havane, ma ville, semble une ville bombardée?
Parce que les images que j'ai de La Havane, c'est presque quand on voit La Havane, les immeubles s'effritent, Et personne etc. ne bouge. Et personne ne bouge. Charlotte Balavoine, vous répondez et on va avancer sur le Oui, mais justement, je la pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, effectivement, pourquoi on en est dans cette situation-là. Parce que le blocus n'impacte pas uniquement Cuba, il impacte aussi les entreprises européennes et les entreprises au niveau international. Vous ne l'avez pas souligné dans votre reportage, au 1er mai dernier, Donald Trump a émis un décret pour donner un ultimatum aux entreprises, notamment européennes, qui continuent à travailler à Cuba. C'est le cas de la récent. CMA. C'est récent. 1er mai, oui. C'est le cas de la Mais c'était pas le cas CMA-CGM avant. qui a décidé de se retirer de Cuba. Mais avant ça, eh bien, le blocus a fait en réalité des millions de dommages pour les entreprises et les banques françaises notamment, qui se voient appliquer parce qu'elles commercent avec Cuba des amendes absolument colossales. Vous parlez de quelles entreprises américaines et françaises qui ont été nationalisées par Fidel Castro lui-même. Et je parle du bureau de l'OFAC, qui est le bureau des sanctions états-uniennes, qui, dans les dernières années, a mis en place environ 9 millions d'euros d'amende à une société comme la banque BNP Paribas et à un certain nombre d'autres sociétés qui se voient aujourd'hui menacées. Donc moi, c'est pour ça que ce que je dis aujourd'hui, c'est que si pour la France, le fait de respecter le droit international n'est pas suffisant pour intervenir et mettre fin à la politique belliciste des États-Unis vis-à-vis de Cuba, qu'il le fasse au moins pour défendre ses entreprises. Si la France ne veut pas défendre ses entreprises, au moins qu'elle intervienne pour assurer la sécurité de la zone Caraïbe, parce que nos territoires sont aussi concernés si demain il y avait une déstabilisation de Cuba et il serait livré à toutes sortes de trafics et de violences. Un mot sur Trump. Est-ce qu'il souhaite un changement de régime à Cuba ? Oui. Vraiment ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, finalement, c'est terminé le régime castriste et il y aura une démocratie. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire au Venezuela et ça n'a pas été le cas. Mais le problème, enfin, si vous voulez, on pouvait s'imaginer dans un premier temps que les Américains pouvaient peut-être faire des affaires, justement, avec ces grands hommes d'affaires qui sont à la tête de GAESA, puisqu'ils ont fait des affaires. Il y a eu un moment où les relations entre Cuba et les États-Unis n'étaient pas si mauvaises. Mais sous Obama, par exemple. ce sont des relations très étroites, puisqu'il y a des Cubains des deux côtés, en réalité. Donc il y a des communications, en réalité, entre les Cubains de Floride et les Cubains de l'île, constamment. Donc oui, je pense que Donald Trump aurait peut-être envisagé de trouver une solution provisoire, en tout cas pour ce qui concerne le Venezuela, je pense que c'est provisoire. Mais à la vénézuélienne, c'est-à-dire de trouver un interlocuteur avec qui trouver une forme de négociation pour faire ça, encore une fois, en quelque sorte pacifiquement, mais qui constate que ce n'est pas possible et que donc il va y avoir probablement une opération militaire. Et je voudrais quand même rajouter que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais vous avez, historiquement parlant, les États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'on est là, qui ne sont pas intervenus à Cuba. Ils l'ont déjà fait en 1898, quand les Cubains ils ne s'arrangent pas entre eux. Ils l'ont fait encore en 1906, à la fin du premier gouvernement républicain cubain. Pourquoi ? Parce que les Cubains, ils étaient en guerre entre eux-mêmes. C'était presque une guerre fratricide. Et en plus, il faut dire quelque chose, et souvent on l'oublie. Les Américains, oui, certes, ils interviennent. Évidemment, par exemple, dans le débarquement de Normandie. On était bien contents qu'ils interviennent. 1962, c'était pas tout à fait un succès. Oui, mais l'être humain n'a pas changé beaucoup depuis, quand même. Et je vous dis une chose. Donc vous pensez, pardonnez-moi, vous pensez, William Navarrete, qu'il souhaite la démocratie à Cuba, Donald Trump ? Les États-Unis sont un pays démocratique. Jusqu'où je le sais. Oui, mais est-ce qu'il souhaite instaurer la démocratie à Cuba ? Là, actuellement, nous sommes effectivement nous sommes en guerre. Je veux dire, il faut pas enfin, nous sommes. Moi, je suis pas en guerre. Mais je vois les Américains. Nous assistons à une guerre, plus exactement. Entre les Américains et les Cubains. C'est une guerre à bas bruit. Pour le moment, il n'y a pas de tir effectué. Mais effectivement, la situation est oui. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Axel Gilden, que Cuba représente une menace pour les États-Unis? Alors, ce n'est pas une menace militaire. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois que Trump n'a d'ailleurs jamais dit que c'était une menace militaire. Les Américains disent que c'est une menace pour la sécurité nationale. C'est une menace extraordinaire du point de vue de l'espionnage. Car l'espionnage cubain, vous le savez peut-être, est l'un des plus brillants du monde et a réussi à infiltrer l'appareil d'État cubain comme les Israéliens ont réussi à infiltrer l'appareil d'État iranien. Il y a eu des affaires récemment. Il y a encore un ambassadeur américain qui a été arrêté il y a 3 ans. Et il y a eu d'autres taupes cubaines qu'on a débusquées au sommet de l'État américain. Et il y a toutes celles qui n'ont pas été trouvées. Donc oui, de ce point de vue-là, ça représente une menace. Et aussi une menace pour une autre raison, c'est que Cuba est un acteur politique aussi très expérimenté et habile et qui a réussi en Amérique latine à créer un axe anti-américain qui n'existait pas avec le Venezuela,
le Nicaragua et d'autres pays. Bolivie, donc c'est quand même, si vous voulez, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est la raison pour laquelle dans la doctrine de sécurité nationale et la doctrine de défense nationale publiée l'année dernière, effectivement, les Américains veulent réinstaurer la prééminence des États-Unis sur leur précaré, qu'on aime ça ou non. C'est ce qu'ils disent. En particulier, Trump et a donc, fait 3 pays dans le collimateur, le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. C'est en cours au Venezuela, c'est en cours à Panama, où il s'agit d'une guerre en réalité de rivalité avec la Chine, et puis c'est en cours sous nos yeux avec Cuba. Samuel Ravier-Regna, vous qui étiez sur place, qu'est-ce qu'ils vous ont dit les Cubains? Comment présentaient-ils justement ce blocus américain lorsque vous étiez sur place? Comment ils parlent de Trump? Alors, j'ai entendu qu'ils disent El Loco, hein, moi je ne sais pas. Bref, comme d'un fou qui veut absolument se payer l'île, si je puis dire. Est-ce que c'est comme ça qu'ils voient les choses aussi, une partie en tout cas de la population peut-être? Non, je dirais sur le blocus que maintenant la plupart des gens n'ont vécu qu'avec le blocus, enfin qu'avec l'embargo. Donc ça fait partie du paysage. Ils vivent avec les sanctions qui vont avec. Et sur le régime, oui, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de lassitude des conditions de vie et des possibilités de s'exprimer contre le régime, que ça crée beaucoup de... Parce qu'il y a eu un certain nombre de manifestations récemment d'ailleurs, qui ont été réprimées plusieurs fois. En 2021. Exactement. Oui, voilà, je dirais ça. Et sur Trump, je pense que c'est pas la priorité. Je pense que la première chose dont les Cubains parlent, c'est plutôt de parler des conditions de vie, de trouver de quoi se nourrir et se soigner. Et après, lorsqu'on les interroge sur Trump, comme je disais, certains disent qu'ils viennent et j'aurais préféré que la révolution n'ait jamais lieu parce que les conditions de vie sont trop difficiles. Et il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Cuba et qui ne veulent pas voir leur pays envahi par un autre pays. Pardonnez-moi, on va regarder les images, parce que c'est des images en direct de la justice américaine qui, justement, a inculpé donc Raúl Castro. Donc là, vous voyez ces images en direct. C'est tout de même... c'est le directeur, donc le DOJ, la justice américaine. Est-ce qu'il y a quand même un tournant qui se passe, Charlotte Balavoine, quand les États-Unis décident d'inculper Raúl Castro, qui est effectivement un des fondateurs du régime castriste, 94 ans, le frère de Fidel Castro? Est-ce que c'est un tournant? Je pense qu'en tout cas, c'est une intensification. La réalité, c'est que tout est bon aujourd'hui pour mettre la pression. Et étant donné que ce qui se passe depuis le 3 janvier, n'a pas permis de semer des émeutes dans l'île, etc., eh bien, tout est bon aujourd'hui pour justifier soit une intervention, soit pour justifier la politique de pression maximale des États-Unis. Mais encore une fois, la réalité, c'est que est-ce que cette histoire, qu'elle remonte depuis 30 ans, est-ce qu'elle arrive à ce moment-là pour n'importe quelle raison? C'est la question qu'on doit se poser. Et je rappelle quand même que dans les années 90, parce que ce dont il est question ici, c'est d'inculper Raúl Castro pour le fait d'avoir abattu 2 avions qui survolaient l'espace aérien, qui survolaient l'espace aérien cubain pendant la période spéciale et pendant un moment donné où les États-Unis ont orchestré, en tout cas les groupes cubano-américains de Miami, avec l'aide et le financement de la CIA, ont orchestré des actions terroristes dans l'île qui ont y compris coûté la mort d'un certain nombre de personnes, dont des touristes, le premier en 97 à l'hôtel Capri. Donc en réalité, la menace extraordinaire, Cuba n'a jamais financé des actions terroristes aux États-Unis. Cuba n'a jamais tenté d'envahir les États-Unis. En revanche, les États-Unis, depuis 1959, tentent de façon récurrente et répétée de déstabiliser l'île et de s'ingérer dans les affaires internes de Cuba. William Navarrete, sur cette affaire, justement, l'inculpation de Raúl Castro, donc sur justement ces 2 avions civils, il faut bien 1996. Mais oui, c'est 1996, et j'ai connu pratiquement tous les membres de cette... 2 avions civils qui ont été abattus. Oui, et en fait, c'était 2 avions civils. La seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils répartissaient des tracts. Ils jetaient des tracts sur la Havane, quand ils arrivaient à s'approcher des côtes cubaines. Mais au moment où ils ont été abattus, ils étaient déjà dans les eaux internationales. Ils n'étaient pas à ce moment-là exactement dans les eaux cubaines ou dans les eaux territoriales de l'île. Ça, c'est la première chose. C'était 2 avions américains? C'était 2 avions d'une organisation cubaine qui s'appelait Frères au Secours, Hermanos al Rescate, c'est-à-dire dont la mission a été repêcher les milliers de Cubains qui partaient en bateau et en radeau de fortune parce que les conditions déplorables des Cubains ne lui permettaient pas de vivre autrement et ils prenaient la fuite. Donc, à l'origine, l'organisation, elle ne faisait que repêcher ces Cubains-là pour les amener en Floride, évidemment, parce qu'ils étaient là en pleine mer, etc. Et petit à petit, vu la pression, etc., ils sont
quand même allé un peu plus loin et ils ont commencé à jeter des tracts. Ce n'était pas des mitraillettes sur la ils ont été abattus. Et ils ont été abattus. Raúl Castro est inculpé. 4 morts. Et c'est lié donc. C'est lui qui a donné l'ordre. Et on a l'audio. Parce qu'il était ministre, à l'époque, il était ministre de la Défense. Oui, c'était le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Enfin, de l'Intérieur et de la Défense. L'armée. L'inculpation de Raúl Castro démontre que les États-Unis n'oublient pas leurs citoyens. Ça, c'est ce que vient de dire le ministre de la Justice qu'on a vu à l'instant sur ces images. Ce calcul politique américain, Axel Gilden, quel est-il exactement? Alors, merci de poser la question de ce que pensent les Cubains et sur quoi ça s'appuie, parce que justement, on a la chance, il y a une enquête réalisée sur la base de 42 000 coups de téléphone, 60% sur l'île, 40% parmi les exilés, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent. Ça, c'est une enquête ? C'est une enquête récente qui est sourcée, elle toquait, c'est 42 000 coups de fil, je vous la donnerai tout à l'heure. Donc, on sait que... C'est parti, non mais la source jusque... Elle toquait. Elle toquait. Je vous la donnerai tout à l'heure. Voilà. Elle toquait. La touche. Voilà. Donc, 42 000, une enquête 42 000. Donc, que pensent les Cubains? 90 pensent que le système ne fonctionne pas. 90%. OK. Quel système préféreriez-vous voir être exercé à la tête de l'État? 76,8% pensent que la démocratie libérale capitaliste, ce n'est pas si mal. Quel est le problème principal à Cuba? Première réponse, on peut répondre à 3 questions. Le manque de liberté civile et politique et l'immobilisme en numéro 2 du gouvernement. Et enfin, êtes-vous favorable à une intervention militaire américaine sur l'île? Un peu plus de 50% de la population, à l'extérieur de l'île, 70% environ. Voilà, donc je ne crois pas que le gouvernement cubain puisse s'appuyer sur un soulèvement populaire, d'autant plus que les forces vives du pays sont parties déjà. Donc quand bien même cette armée, effectivement, est beaucoup plus disciplinée, organisée, hiérarchisée, et avec une chaîne de commandement solide par comparaison avec le Venezuela, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de résister à la puissance américaine, ça paraît évident. Et c'est la raison pour laquelle il faudra bien qu'il y ait d'une manière ou d'une autre des dégâts. On sait que les Américains sont capables de... intervention américaine, encore une fois, intervention américaine, on sait maintenant que les Américains sont capables d'enlever quelqu'un sans faire de mort. Mais je vous parie, s'il y a une intervention américaine, qu'il y aura des morts et que certains seront du fait, et d'ailleurs les Cubains l'ont déjà annoncé, puisqu'ils iront tuer dans les prisons certains opposants. Évidemment. Samuel Ravirena, là-dessus, sur une éventuelle mission... intervention militaire américaine. Vous voyez aussi, vous avez la même vision que Axel Gilden là-dessus? Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas dans la tête de Trump, donc on ne sait pas ce qu'il va faire ou pas. Mais cette inculpation de Raúl Castro est clairement un tournant, puisque c'est une utilisation, j'imagine, une légitimation d'une éventuelle intervention militaire. En tout cas, ça peut être présenté comme ça. Ça peut lui offrir une prise politique à un moment qui est compliqué pour Trump aux États-Unis, dans un contexte de guerre en Iran, d'inflation des prix, d'élections de mi-mandat qui arrivent à la fin de l'année et où il perd beaucoup d'élections locales en ce moment. Donc c'est un contexte politique difficile et donc ça peut être pour lui une prise, un succès politique dont il pourrait se revendiquer. Ça pourrait être un succès politique pour Marco Rubio, en tout cas ça, a priori, sans aucun doute, puisqu'il a même pris la parole aujourd'hui en espagnol en disant qu'il pensait aux Cubains. Donc lui, ça serait un succès politique pour lui s'il y avait une intervention militaire. Marco Rubio fait partie des ultras aux États-Unis. Qui est donc un Cubain exilé aux États-Unis. Alors non, lui, il est né aux États-Unis. Ses parents ont quitté Cuba pendant la dictature de Batista en 1953. Donc on parle. Non, c'est pas la raison pour laquelle je connais la famille. C'est pas pour ça qu'ils ont quitté Cuba. C'est sans doute pas pour ça qu'ils ont quitté Cuba. Ils sont partis parce qu'ils avaient des affaires à Cuba, aux États-Unis. Très bien. Il est né aux États-Unis. Et c'est tout à fait lui, son droit. Lui, il est le porte-drapeau tout de même d'un changement de régime à Cuba. Oui, mais c'est tout à fait son droit d'être allé aux États-Unis et d'être né là-bas, bien évidemment. C'est tout à fait son droit de ne pas être d'accord avec le système politique cubain. En revanche, ça n'est pas son droit de décider de l'avenir de Cuba parce qu'il est aujourd'hui le secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis. Et donc, je le répète, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est si demain Cuba tombe, ça sera qui les suivants? Parce qu'effectivement, Cuba aujourd'hui a un certain nombre d'alliés, on va dire, en Amérique latine, ou en tout cas une certaine résonance. Et la réalité, c'est que les peuples latino-américains ne veulent plus de la domination des États-Unis sur leur continent, ne veulent plus devenir une colonie des États-Unis. On parlait du système, on parlait de ils se sont fatigués en Argentine, ils se sont fatigués en Bolivie, ils se sont fatigués partout. On parlait du système productif cubain tout à l'heure. Mais Cuba, avant la Révolution, ça s'appelait le bordel des Amériques. C'est comme ça que les États-Unis appelaient Cuba. Et c'était un pays qui était livré aux mafias. C'est les intellectuels français qui l'ont appelé comme ça. C'était pas les États-Unis. Et c'est un pays qui était livré à la mafia, aux casinos et aux jeux d'argent. Est-ce que c'est ça, demain,
que Trump veut avec Cuba, C'était- construire une nouvelle c'était la Riviera, troisième comme il nous l'a économie proposé, du continent comme il nous l'a américain. proposé il y a Vous encore répétez quelques comme temps. un épigone les choses qui ont été dites par Attendez, la la parole propagande. ensuite, lui coupe Non, mais pas la parole, s'il vous plaît, c'est s'il quand vous même plaît. énervant d'entendre la propagande de 60 ans de castrisme, des versets vomis, c'est le mot, sur les bouquins français, de la gauche française. Mais ça, c'est incroyable quand même. En fait, J'en reviens Cuba pas. était la troisième économie d'Amérique latine Mais oui. à l'époque où vous parlez. Il faut quand même le rappeler aussi. Donc la question est de savoir si est-ce que Cuba, qui en a les Mais- moyens intellectuels, si je puis dire. D'abord, compte il y a tenu tout de même une deuxième il y a deux pourrait questions. revenir. Est-ce qu'ils peuvent résister à une invasion américaine? Non, évidemment non. Vous dites Évidemment non, mais enfin on Les dit toujours États-Unis- non et puis parfois on est surpris. Donc en tout cas, ça serait un bain de sang ou pas? Les Voilà. Pas de États-Unis condition. Et ont puis, la ils n'ont capacité, aucune envie non plus. soyons clairs, les États-Unis ont la capacité aujourd'hui de radier Cuba de la carte du monde. Ils ont pas les que bombes, Cuba, le monde entier. ils ont des bombes, Vous et avez ils ont pas la c'est bombe pas du tout nucléaire. leur intention. Et la réalité, c'est ça. Par contre, est-ce que les Cubains résisteront face à une invasion américaine? n'ont aucune envie. Évidemment. Ils n'ont aucune Alors, envie. Évidemment c'est qu'ils ça la résisteront. question. Et moi, Axel je dois dire que je me méfie beaucoup des sources lorsqu'elles ne sortent pas directement des Nations Unies et des sources internationales. Et là, les sources qui nous ont été données comme étant des faits avérés tout à l'heure, eh bien, en réalité, sont fort liées au Parti républicain aux États-Unis. Donc, excusez-moi de remettre en doute, y compris ce qui a pu Alors, être dit. il nous reste 3 minutes. Je fais juste un petit tour de table sur les. Oui. Oui. Vous voulez Ben, qu'il faut répondre se méfier de vos sources parce que vous allez là-bas, vous parlez aux gens et le premier reflet en tant que Cubain qui habite Cuba, c'est penser que vous êtes une moucharde. D'autant plus que vous appartenez au Parti communiste français. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est sûr que vous le faites peur, déjà. Donc, Non, je vous assure que je ne fais pas peur à mes amis cubains. Ils me Ah oui, tous les ne amis sont pas cubains, Elle était à Cuba il y a même pas 2 mais ça, je le semaines. connais très bien. Juste un mot, Je l'ai vécu de moi-même. conclusion, parce que bon, clairement, les choses avancent. Tout de même, on voit bien que du côté des États-Unis, avec cette inculpation de Raúl Castro, avec ces drones qui entourent en ce moment l'île de Cuba. Donc, je fais juste un tour de table. Votre scénario, à votre avis? Le scénario, ce qui va se passer là. Dans l'art Donc, de la guerre, la surprise fait partie de l'art de la guerre, donc je ne pourrais pas pronostiquer exactement quel sera le scénario, mais il me semble qu'une opération se jouera. Mais évidemment, Une opération je n'en sais strictement militaire, rien. soit On à va la- assister à une escalade, et si effectivement il n'y a pas de négociation et pas de terrain d'entente, je ne vois pas comment les Américains, comme ça vient d'être dit, comme Donald Trump en particulier, peut faire l'économie de cette opération-là, parce qu'il a effectivement besoin aussi, dans un contexte national, de montrer quelque chose. Samuel Ravier-Regna, ouais. Vous dites plutôt opération militaire, plutôt opération limitée. Trump et Washington envoient des signaux vers une opération militaire. Ils menacent et on verra ce qui va se passer. Charlotte Balavoine? Oui, mais par Sentiment. contre, le fait est que rien n'est joué et que nous pouvons encore agir. Et nous, ce que nous demandons, c'est que la France prenne ses responsabilités. Nous avons des intérêts dans la zone Caraïbe et il faut que la France prenne ses responsabilités. Et stop ça, il faut faire respecter le droit international. Ça n'est pas uniquement avec nos alliés qu'il faut le faire respecter, c'est aussi avec les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Voilà. William Mais Navarrete. ouais, ben, un petit Donc, coup- vous souhaitez une Non, intervention je ne souhaite rien militaire du tout. Je pense qu'il peut y avoir un petit coup d'État militaire de l'intérieur, évidemment orchestré depuis l'extérieur, parfaitement arrangé depuis l'extérieur, et tout le monde reste content, comme il s'est passé parfois dans les pays d'Europe de l'Est, qui ont fait des révolutions, et à la fin, c'est toute la nomenclature qui est revenue au pouvoir. Il faut voir ce qui s'est passé en Roumanie, et puis dans presque tous les pays à l'époque de la chute du mur de Berlin. Donc, un petit coup d'État orchestré, parfaitement manipulé, parfaitement, et simplement, on nous a dit, c'est de l'intérieur de Cuba que c'est venu, c'est du même gouvernement cubain que c'est venu, et puis on limoge la moitié et l'autre moitié reste. proche donc du scénario vénézuélien. Vénézuélien, oui, en quelque sorte, oui. Avec le petit-fils de Raúl Castro, Ouais, complice, celui-là, on ne va pas le manquer, on ne va pas le rater quand même. Il est là depuis un bon moment. Merci d'avoir participé à cette émission, William Navarrete. Merci Axel Gilden, Charlotte Balavoine, merci Samuel Ravier. Merci. Regna d'avoir participé à cette émission. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette inculpation de Raúl Castro par les Américains. Ça date d'aujourd'hui. Reste avec nous.